Bonjour à tous et bienvenue au 9e Café Export. Cette semaine, on parle Amérique latine avec le Brésil et le Mexique. Trois invités pour venir discuter de ce grand marché, surtout de ces deux pays spécifiques. Dominique de La Petite Bretonne, donc une expérience entrepreneuriale. Le représentant du Canada pour la partie économique au Mexique, Jean-Dominique, et Élise pour la partie du Brésil. Donc on va avoir deux segments, un premier segment Mexique, un second segment Brésil. On a commencé juste à l'heure, on a beaucoup de contenu, donc on va essayer de faire ça très rapidement sur la partie actualité aujourd'hui. On a, juste pour information, on avait à peu près 200 inscrits aujourd'hui. Je rappelle bien évidemment que le webinaire est enregistré et disponible en rediffusion sur la chaîne YouTube de la Chambre ou sur la page dédiée sur notre site internet. Et comme chaque semaine, je vais remercier le soutien de Développement économique Canada et de la partie Québec au niveau du ministère de l'économie et de l'innovation qui nous permettent de rendre ces cafés export possibles. Donc, bienvenue à tous, si vous venez d'arriver, on va commencer très rapidement par les actualités, puis ensuite on va enchaîner sur un segment Mexique. On va être beaucoup dans la discussion aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions directement dans le Q&A. Juste pour rappel, on ne pourra pas prendre toutes les questions malheureusement, mais toutes les questions pertinentes, on se fait un devoir et un plaisir surtout de les relayer aux différents conférenciers pour qu'ils puissent vous répondre dans un second temps où on vous répondra directement. Donc les mises à jour gouvernementales cette semaine, il y en a un petit peu moins des mises à jour gouvernementales. Il se peut qu'on change cette section très rapidement, mais on a mis un peu plus de choses dedans pour la peupler cette semaine. Le PIB en baisse de 3% sur le Québec en février 2020, c'est relativement attendu, bien évidemment, et c'est principalement expliqué par les baisses dans la construction et la fabrication, pour information. Une petite news qui peut être utile aux PME, c'est pas vraiment sur l'international, mais on sait que vous avez tous une majorité d'entre vous une perte de revenus et des charges. Ben, l'aide d'urgence du Canada pour les loyers commerciaux, euh, on s'aperçoit que c'est pas facile à mettre en place, mais c'est quand même une aide qui est là. Donc, si vous voulez en parler à votre propriétaire, n'hésitez pas. Et surtout, dans le lien, il y a toutes les informations nécessaires pour vous aider là-dessus. Les impacts, donc ça c'est plus un outil, on a trouvé un outil sur les impacts régionaux dans les différentes régions du Québec, donc c'est assez intéressant. Je vous invite à le regarder, je ne vais pas m'étaler non plus sur trop cet outil, mais c'est un petit outil assez facile à utiliser et sympathique. Le fonds d'accélération des collaborations en santé, donc le Québec lance un appel à propositions d'ici juin 2020. Donc ça, l'idée, c'est si vous avez des projets dans les sciences de la vie, n'hésitez pas à aller voir ça. C'est des projets où vous pouvez vous rassembler avec vos partenaires, vos concurrents qui peuvent devenir des alliés de choix pour proposer des projets au niveau de la santé au niveau du Québec. Et rapidement, une mise à jour gouvernementale slash paragouvernementale avec Hydro-Québec qui va temporairement cesser ses activités à l'international pour se concentrer principalement sur le Québec. C'est un shift qui est significatif. Hydro-Québec était quand même, avait quand même une partie de son activité qui, notamment sur le transport d'énergie à l'international. Donc ça va être temporairement mis sur la glace pour se concentrer sur les investissements québécois. Tour du monde, donc on a parlé la semaine dernière du plan de relance de l'économie de l'Union européenne. Là, on l'a plus ou moins la proposition assez concrète de 750 milliards. C'est un plan de relance qui est proposé par la France et l'Allemagne et sur la dynamique, comme on a vu la semaine dernière, d'emprunt au niveau de l'Union européenne et pas de l'emprunt au niveau des pays. Donc ça change quand même pas mal de choses au niveau de l'évolution de l'Union européenne et puis c'est un pas en avant en fait pour une alliance économique qui n'avait pas vu beaucoup de nouveautés dernièrement, donc plutôt intéressant. Le Japon qui lance aussi un plan de relance assez massif
Le Japon qui est tout doucement en train de se déconfiner. Je pense que ça a été annoncé cette semaine aussi, le déconfinement de plusieurs régions au Japon, avec un plan de relance assez, encore une fois, assez important. Donc, je vous invite à regarder, si vous avez des activités au Japon, si vous avez de l'intérêt pour le Japon, regardez bien parce que il va y avoir quand même beaucoup d'injections de capitaux de la part de l'État pour relancer l'économie. Commerce mondial, une baisse de volume des échanges commerciaux en mars d'1,4%. Bon, c'est relativement assez standard et puis vous irez voir, c'est un article aussi relativement intéressant. L'Afrique de l'Ouest, on essaye toujours d'avoir une petite part sur un peu chaque continent aussi. Les échanges de denrées alimentaires en difficulté après la fermeture des frontières. Donc c'est sûr que les échanges transfrontaliers de différents pays en Afrique de l'Ouest se font un peu moins. Donc si vous avez des activités dans cette région, ou encore une fois projeté d'avoir des activités dans cette région, ben, allez lire un petit peu l'article, allez vous documenter là-dessus. C'est sûr qu'il va y avoir des petites problématiques à court terme, du moins. Et un article relativement intéressant, un pays comme le Vietnam qui est plutôt sous le radar d'habitude, bah, c'est le premier de la classe au niveau de la lutte contre le Covid. Je pense, si je ne dis pas de bêtises, qu'il n'y a pas eu de décès dans ce pays-là et que ça a été très très bien pris en charge. Donc relativement intéressant aussi. Et du coup, ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est une économie qui vit bien et qui va continuer à se relancer très rapidement puisqu'ils ont très très bien géré la crise. Donc encore une fois, si vous avez des activités dans l'Asie du Sud-Est, bah, regardez un petit peu les différents pays et un petit peu leur code de risque par rapport au Covid et le Vietnam est plutôt bien placé. Et enfin, sur les bonnes nouvelles, la réouverture des petits commerces du Grand Montréal. Donc ça, on voulait aussi le célébrer. C'est si la reprise de l'activité doit se faire, c'est d'abord par les petits commerces. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ensuite, c'est toute une espèce de boule de neige ou d'un cercle qui va se lancer progressivement à relancer un petit peu tout le monde. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Dans un même ordre d'idée, j'allais dire, pas vraiment, mais en tout cas, l'une des premières ligues majeures de sport en Amérique du Nord qui se relance. Je pense que c'est la semaine dernière ou la semaine précédente où on avait mentionné notamment qu'en Europe, les championnats de soccer reprenaient. Bah là, c'est la Ligue nationale de hockey qui reprend, enfin, en tout cas, qui a un plan de reprise. Donc, c'est pareil, c'est tout un pan économique, notamment pour les secteurs créatifs et le tourisme qui revoit le jour. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Une nouvelle intéressante, un programme de subvention mis en place par Facebook pour les petites entreprises. Donc c'est un appel à projet, au même titre qu'un gouvernement. Bah, Facebook fait un appel à projet pour les petites entreprises. Donc, allez vous renseigner si vous êtes éligible, si vous voulez déposer un projet. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, on pourra vous en parler un petit peu plus. Je fais vite parce qu'encore une fois, on a commencé un tout petit peu en retard et on a du contenu pour la suite. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Si on ne peut pas y répondre tout de suite, on les répondra par échange courriel ou on vous appellera par la suite. Des news un peu plus légères, on constate que l'un des principaux acteurs de l'industrie du cannabis a une augmentation de 55% de ses revenus au troisième trimestre 2020. Donc ça, c'est un petit peu, c'est surprenant, enfin c'est surprenant et pas surprenant, mais en tout cas intéressant pour une industrie qui n'avait pas les résultats escomptés juste avant. Donc peut-être ça va lui donner un coup de boost à cette industrie pour démarrer et c'est relativement intéressant si on regarde un commerce intra-Canada, donc peut-être des opportunités pour certains d'entre vous. Et enfin, dernière nouvelle, très rapidement, le coopératon qui a lieu chaque année, qui veut favoriser l'innovation, l'éducation, l'énergie, l'environnement, agriculture, etc., va lancer sa 5e édition, donc avec un appel à projet. Donc ça, plutôt une bonne nouvelle aussi pour les entreprises, plutôt les créateurs, les petites startups qui ont besoin de visibilité, qui ont envie de proposer des idées.
c'est le lancement de l'innovation. Et puis, c'est une bonne nouvelle en fait que ce projet soit pas mis sur la glace à cause du contexte actuel et qu'il soit repensé pour mieux s'ajuster. Donc voilà, ça fait un petit peu le tour des nouvelles. On va pas non plus prendre la période de questions sur les nouvelles parce que je pense qu'on va aller rapidement sur ce qui vous intéresse beaucoup tous. Le sujet du moment, enfin du moment, pour le Café Export en tout cas. On va parler du Mexique avec Jean-Dominique et Dominique. Peut-être on peut. Bonjour messieurs d'abord. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir de vous avoir. Et puis on avait abordé pas mal disons pas mal de zones géographiques. Et puis l'Amérique latine était un peu laissée pour compte. Donc je pense que c'est une bonne chose qu'on en parle. Et puis il y a beaucoup de choses à savoir sur cette zone quand on veut exporter. Donc c'est plutôt intéressant. Est-ce que Jean-Dominique, tu veux commencer par nous parler un petit peu de ce marché et puis disons, d'un point de vue général, et peut-être comment ça se passe la crise en ce moment, ou puis comment c'était avant, comment ce sera peut-être après. Ben oui, avec plaisir. Merci beaucoup, Thibault. C'est un plaisir d'être à Montréal virtuellement. J'espère que je pourrai être à Montréal physiquement pour la parade de la Coupe Stanley un peu plus tard cette année. Alors, le Mexique. Le Mexique, je pense qu'il faut, premièrement, s'il y a une chose que j'aimerais que tout le monde retienne, il y a plusieurs d'entre vous, je vois beaucoup de Miami dans la liste des participants, mais ce que j'aime bien que les gens retiennent, c'est qu'il y a plusieurs Mexiques. Le Mexique est un pays de 125 millions d'habitants et de le décrire de manière générique, c'est toujours un peu dangereux, mais c'est ce que je vais faire aujourd'hui, question que ce n'est pas trop long. Donc, le Mexique avant le COVID. Alors, le Mexique, c'est notre deuxième ou troisième ou quatrième partenaire commercial. C'est un pays du G20. C'est un pays avec lequel nous avons des accords de libre-échange, c'est-à-dire, essentiellement, nous n'avons pas de barrière commerciale avec le Mexique. C'est un pays de l'Amérique du Nord qui fonctionne comme l'Amérique du Nord à beaucoup d'égards. Avant le COVID, le Mexique était déjà entré en récession à cause de mauvaises politiques gouvernementales, mauvaises décisions du gouvernement. Ce n'est pas un gouvernement qui est considéré très pro-business et donc qui a fait peur aux investisseurs, aux investissements. Et donc, le pays était déjà entré en récession et clairement, le COVID n'aide pas. C'est un pays avec, je pense, c'est le pays des Amériques avec le plus haut taux de corruption quotidienne. C'est un pays où le gouvernement est très faible et avec tous les problèmes que ça peut amener. Mais comme je le disais, c'est quand même notre troisième partenaire commercial, donc ça peut sembler un peu étrange à dire, mais ça reste un très bon marché pour beaucoup d'entre vous. C'est pas un marché pour tout le monde, mais c'est un marché pour beaucoup de gens. Le COVID risque d'être très, très long ici. Pour ceux qui suivaient le déroulement du COVID, le Mexique n'a pas maîtrisé le COVID. Nous ne sommes toujours pas entrés dans la période de pointe du COVID et le déconfinement commence ici au Mexique. Donc, il est fort probable que ça dure très longtemps et que ce soit très dur pendant encore plusieurs mois, voire 12-18 mois. Le gouvernement mexicain n'a pas vraiment de plan économique, n'investit pas du tout dans l'économie pendant le COVID. Et donc, ça va être très, très dur économiquement. Ceci étant dit, nous passons de l'ALENA 1 à l'ALENA 2 et nous avons le CPTPP également, le partenaire Pacifique. Donc, ça reste une bonne business. Et je vais vous parler au lieu de vous parler de 5 ou 6 Mexiques, je vais vous parler des 2 Mexiques. Le premier, où il serait difficile pour la majorité des gens de faire affaire, c'est une espèce de regroupement un peu éparse de, premièrement, la moitié du pays vit sous le seuil de la pauvreté, principalement les États du Sud. Il y a la région des plages, où à moins que vous soyez dans le secteur touristique, il n'y a pas énormément de business à faire là. Il y a des grands pans du pays il y a des États qui sont des États en faillite. Et d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue économique. Et ensuite, faire affaire avec le gouvernement, c'est très compliqué. Les gouvernements sont
souvent on fait face à de la corruption. Mais aussi, le gouvernement fédéral, entre autres, n'a plus tellement la capacité de payer les compagnies. La plus grosse compagnie du pays, la compagnie d'État Pemex, est en faillite depuis 2 ans et ne paye pas ses comptes, par exemple. Mais je vais vous parler surtout du Mexique, disons, facile. On parle de 60 millions d'habitants dans la classe moyenne. Le nord du pays, le centre du pays sont des régions qui fonctionnent plutôt très bien, avec des usines, des parcs industriels qui sont aussi, sinon plus modernes que ceux qu'on connaît chez nous, basés sur énormément d'exportateurs, des multinationales qui exportent, etc. Et faire affaire avec ce Mexique-là est très familier. C'est sûr qu'il est utile de parler espagnol, mais évidemment, on fait affaire avec des contacts qui parlent parfaitement bien anglais en général, et même souvent français dans plusieurs régions. Et ce sont beaucoup de compagnies multinationales avec lesquelles on fait affaire sans corruption, sans complications. Maintenant, rapidement, sur quelques conseils pour terminer, avant de passer la parole à Dominique, qui, lui, le vit au jour le jour. Le Mexique, évidemment, comme à peu près tous les pays à l'extérieur du monde anglo-saxon, l'important, c'est de créer des relations personnelles avec nos contacts. La relation de confiance est beaucoup plus importante que le produit dans certains cas. Deuxième conseil principal, les courriels, ça ne marche pas ici. Il faut utiliser WhatsApp, il faut utiliser le téléphone. Et oui, par WhatsApp, on peut dire, là, je t'envoie le courriel avec ma demande ou peut-être les spécifications du produit, des éléments plus précis. Et puis, troisièmement, je vous dirais, faites surtout très attention aux partenaires avec qui vous faites affaire. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. C'est important d'en vérifier la fiabilité et de vérifier. Les Mexicains ont tendance à dire qu'ils ont de très bons contacts. Les réseaux de contacts sont hyper importants ici, donc ils le mettent de l'avant. Mais ça vaut la peine de vérifier jusqu'à quel point la personne que vous avez devant vous au téléphone peut réellement livrer la marchandise. Et c'est là où c'est notre travail. En gros, nous avons 3 bureaux au Mexique, à Monterrey, Guadalajara et dans la ville de Mexico où je suis présentement. Nous offrons des services à environ 2000 PME canadiennes par année dans à peu près tous les secteurs d'affaires. Donc, si vous voulez savoir si un partenaire potentiel est fiable, si vous essayez de comprendre un peu mieux par où entrer ou comment entrer sur le marché, évidemment, nous, ça nous fait un plaisir de vous aider. Évidemment, nos services sont gratuits pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et la plug aussi pour notre bureau régional à Montréal, qui devrait être le premier point de contact. Et nous travaillons tous de la maison, comme faire se peut. Et donc, on est très content d'avoir des nouvelles de nos clients parce que ça nous garde occupés puis ça nous permet de continuer à se sentir motivés. Et voilà. Donc, voilà, sans plus tarder, je passe la parole à Dominique. Merci beaucoup, Jean-Dominique. Peut-être juste une rapide question, si tu peux me répondre, puis sans trop s'éterniser pour passer la parole à Dominique, mais peut-être les 2-3 industries majeures, soit les principaux échanges avec le Canada au niveau du Mexique, ou les 2-3 industries où il y a le plus d'opportunités peut-être au Mexique, pour que ça nous donne une idée. Alors, je dirais, l'industrie automobile est notre plus gros poste d'exportation et de commerce, d'importation aussi, je pense. Ensuite, le Canada est le premier investisseur et de loin dans le secteur minier au Mexique. Donc, tout ce qui est équipement, services miniers, software, etc. Ça fonctionne très bien pour nous parce qu'en plus, nous sommes en terrain inconnu avec des compagnies canadiennes qui connaissent souvent leur chaîne. Et ensuite, je dirais, c'est le secteur dans tout ce qui est agroalimentaire. Évidemment, je pense que alors, on passe de nos denrées. Donc, par exemple, je pense qu'il y a une compagnie qui importe $1 milliard d'avoine par année, par exemple, l'avoine canadienne. Mais sinon, comme par exemple les madeleines de Dominique ou des produits finis, l'équivalent d'un Provigo ici, ça peut être un Soriana ou un Superama. Ce sont des chaînes, des supermarchés qui seraient des endroits qui paraissent très, très familiers à un Canadien qui reste assez court. OK, merci beaucoup. Et puis ça fait une très bonne transition sur Dominique.
Merci encore d'être là, Dominique. Puis, du coup, quelle est peut-être ton expérience du Mexique, en fait, très appliquée, où vous en êtes peut-être actuellement? Peut-être tu peux nous faire rapidement aussi un petit brief sur bah, qu'est-ce que tu fais, en fait, qu'est-ce que fait la Petite Bretonne, où vous êtes implanté autre que le Mexique, juste pour qu'on ait un petit horizon général, puis après rentrer sur le Mexique. Merci. La Petite Bretonne, c'est une entreprise familiale qui a été fondée en 1966 par mon père et ma mère. Et c'est une entreprise qui est établie à Blainville avec une usine ultramoderne qui fabrique des croissants, chocolatines, et une autre usine qui est à Joliette qui fabrique tout ce qui est biscuits et madeleine. On a une autre division qui s'appelle Maison Isabelle, qui est une entreprise de Trois-Rivières qui est dans la spécialité des gâteaux 4 quarts. Pour ce qui est Petite Bretonne, l'expérience qu'on a depuis maintenant 2008 au Mexique, on avait fait une étude. Quand moi je suis rentré aux ventes, ça fait quand même plus de 20 ans que je m'occupe des ventes de l'entreprise. Puis quand je suis rentré aux ventes, j'avais l'idée d'exporter nos produits aux États-Unis. Fait qu'on a commencé par le marché américain. Puis à un moment donné, on faisait des salons, puis on était à Houston, au Texas, puis on a rencontré des acheteurs mexicains. Puis, c'était la chaîne H-E-B, on était en 2008. Puis, ils nous ont demandé si on pouvait faire une marque privée pour eux dans nos produits. Et à partir de là, on a engagé une université pour faire un travail pour vérifier si le marché avait un potentiel de marché avant de s'établir au Mexique, parce qu'on n'avait jamais pensé aller au Mexique. Et l'étude est revenue avec un compétiteur assez majeur qui s'appelle Bimbo. Qui avait à l'époque 81 usines en place avec des productions de madeleine, des productions de croissants, des productions de biscuits. On ne voyait pas vraiment d'opportunité pour nous d'aller sur ce marché-là. Par contre, les gens qu'on a rencontrés insistaient vraiment pour qu'on puisse produire des produits pour eux. Fait qu'on s'est dit, ben, regarde, on va mettre nos conditions, puis on va commencer comme ça. Fait qu'on a commencé avec des croissants mini-choco, sur la marque H-E-B. Qui est une chaîne établie au Texas, 300 magasins, qui est une chaîne aussi gros qui même Walmart a de la misère à rentrer dans le marché du Texas, tellement qu'ils sont puissants au Texas. Et ils ont ouvert une division au Mexique. Dans le temps, il y avait peut-être une quarantaine de magasins, qui est une division. Les magasins se comparent à nos anciens Loblaws ici, à des Provigo le marché aujourd'hui, ou des IGA qui sont ultra avec du frais qu'on appelle, là. Des centres de services frais et tout ça. C'est des très, très beaux magasins. On a développé ce projet-là en dedans de 3 mois. Parce qu'eux étaient vraiment habitués que ça prenait 1 an à faire de la marque privée. Nous, on a été extrêmement rapides. Puis, on a établi un contact humain, là, Jean-Dominique le mentionnait, on a établi un contact humain qui s'est développé par le temps. Qui nous a permis aujourd'hui d'être un leader là, dans la marque privée pour eux. On a plus de 11 produits en marque privée. Chez la chaîne H-E-B Mexique. Fait que ça nous a vraiment appris le développement du Mexique. Mais je voudrais juste revenir à la base, qui est vraiment important, c'est que avant d'arriver au Mexique, on avait déjà eu une belle croissance aux États-Unis, puis on avait déjà appris beaucoup de nos erreurs. Puis, c'est très important, avant de conquérir un pays, de connaître un peu le marché. C'est pour ça qu'on avait engagé justement l'université pour nous faire une étude de marché, pour savoir un peu comprendre le pays, mais aussi pour connaître aussi tout ce qui est... n'hésitez pas à contacter vos contacts là, qui sont déjà présents, surtout pour tout ce qui est termes de paiement. Jean-Dominique le mentionnait aussi, il y a beaucoup de gens, des gens qui se disent connaître bien du monde, mais qu'en toute réalité, ils ne connaissent pas personne. Les importateurs aussi, c'est très dangereux de faire affaire avec des importateurs qui ne sont pas nécessairement bien guérés, là, dans le sens qu'ils connaissent les lois et qu'ils ne vont pas bloquer votre produit pour la vie après, là, dans l'importation de produits. Fait que nous, on a vraiment mis en place une équipe qui est dédiée pour le marché du Mexique. Autant une personne aux finances, on leur a expliqué qu'est-ce que c'était le Mexique. Après ça, au niveau du développement, on a engagé une personne qui parle espagnol couramment. On a aussi, à l'interne, essayé de s'entourer de gens qui parlent espagnol aussi, pour vraiment, pas nécessairement pour faire de la business, mais pour vraiment venir face à face avec la personne, puis d'apprendre de leur pays, de comprendre leur pays. On s'est rendu compte que les Mexicains étaient extrêmement proches des Québécois.
au niveau de leur attitude, de leur comportement. C'est des gens qui à la base, Jean-Dominique l'a dit, l'amitié est vraiment important avant le commerce. La confiance aussi, le respect est important. Un exemple, dans H-E-B, on a développé une très bonne relation, puis un jour, on a lancé un produit, puis le produit n'était pas vraiment adéquat. On avait eu des problèmes de qualité, puis on savait qu'on avait eu des problèmes de qualité. Fait qu'on a pris les devants, puis on a appelé le client, puis on a dit, bien, combien vous voulez pour liquider le produit? On n'a pas dit, on va vous offrir tant. On a dit, combien vous voulez pour liquider le produit? C'est vraiment là qu'on a compris qu'on avait vraiment un lien d'amitié avec eux parce que ça a été, première réaction, wow, c'est un premier fournisseur qui nous dit qu'on doit liquider ce produit-là avant qu'on les appelle. Deuxièmement, on va y aller d'une façon que vous n'allez pas trop perdre d'argent, puis qu'on ne va pas trop perdre d'argent, puis on va se liquider le produit en magasin. Fait que je vous dirais que le respect et la confiance est extrêmement important au niveau du Mexique. Ce pas des gens qui vont communiquer rapidement, surtout par courriel. Fait que WhatsApp est une excellente solution. Nous, on est tous sur WhatsApp. Puis ce qui vous permet aussi, WhatsApp, c'est de suivre vos contacts parce qu'au Mexique, les acheteurs dans l'alimentation surtout sont extrêmement jeunes. Puis les patrons sont plus vieux, mais il n'y a comme pas entre 35 et 45 ans, on dirait qu'on ne les voit pas. C'est beaucoup 35 ans et moins. Fait qu'ils ont tendance à bouger de poste rapidement, puis de changer, puis de vouloir évoluer dans d'autres entreprises. Fait qu'avec WhatsApp, c'est une très bonne plateforme pour justement suivre les contacts qui bougent. Nous, on a commencé avec H-E-B. Par la suite, on a développé City Club, qui est une chaîne qui ressemble à Costco. Je vous dirais, c'est un copier-coller de Costco qui appartient à Soriana, qui est une très grosse chaîne au Mexique. On a développé des madeleines. On a développé, on était les seuls avec nos madeleines sur une table, comme si vous allez chez Costco, il y a tous les croissants, tout ce qui est fait maison dans le magasin. Nous, on était les seuls commerciaux dans la section. On a été là pendant plusieurs années. Par contre, c'est une chaîne qui est un peu difficile parce qu'ils n'ont pas vraiment de visiteurs dans leur chaîne. Fait que c'est une chaîne qui, d'après moi, il y avait beaucoup de retours. Nous, on n'avait pas de retours, mais d'après moi, il y avait beaucoup de retours. Puis à un moment donné, on a décidé, comme un accord, d'arrêter parce que les volumes ils diminuaient d'année en année. On a, entre-temps, développé Oxxo, qui est une chaîne de dépanneurs. Ça, on a appris beaucoup. Parce que là, on avait de la marque privée, on avait notre marque. On était en présentation un peu partout chez Walmart et d'autres. Mais on n'avait pas nécessairement notre marque de commerce sur le terrain. Alors, on a développé la chaîne Oxxo, qui est une chaîne de dépanneurs qui ont environ 18 000 dépanneurs. Pour vous donner une idée, Oxxo ouvre 6 dépanneurs par jour. C'est une chaîne qui est extrêmement en pleine croissance. Il prévoit avoir 24 000 dépanneurs d'ici 2022. C'est vraiment une compagnie qui m'impressionne. Et on a commencé avec nos biscuits. Grâce aussi à l'ambassade, on a fait une signature avec l'ambassade et les délégations du Québec. On a fait une signature officielle. Ça a été même publicisé dans les journaux, le journal financier. Je pense que tu peux m'aider, Jean-Dominique. El Financiero. Oui, El Financiero, qui est le journal un peu comme le journal ici des affaires, mais à très grand déploiement. On parle d'environ 100 millions de copies. Puis on a fait un article justement avec nos produits et tout ça. Et la chaîne Oxxo a été vraiment surprise parce que là, on avait une visibilité dans un journal qui était vraiment extrêmement important et on connectait la chaîne Oxxo à nos produits. Puis ça nous a donné comme un petit coup de pouce pour augmenter encore plus notre relation avec eux. Aujourd'hui, Oxxo est une chaîne, comme je disais, de 18 000 dépanneurs, mais nous, on a 3 produits avec notre marque et on a un 4e produit qui rentre et un 5e qui va rentrer en septembre. Fait qu'on développe beaucoup de produits, mais ça a l'air tout beau, tout ça, mais il y a beaucoup de complexité. Au niveau de la logistique, il y a beaucoup de compagnies qui sous-estiment la logistique d'aller sur un pays comme ça. Je vais vous donner un exemple. Oxxo, c'est une chaîne de 18 000 dépanneurs, correct, mais ils ont 7 dépôts aux États-Unis. Alors, chaque dépôt n'achèteront pas un full load de produits. Alors, si quelqu'un donne un prix sans considérer les 7 dépôts, les Mexicains vont donner de l'information, mais ils vont donner de l'information à compte-gouttes.
ils ne leur diront pas qu'ils vont commander 8 palettes à Tijuana puis 5 palettes à Laredo. Alors, c'est vraiment important. Moi, les conseils que j'ai à vous donner, c'est si vous avez des collègues qui sont déjà implantés, d'aller chercher un peu d'informations de leur part parce que le Mexique est un pays, à mon avis, un des meilleurs pays pour le Québec, surtout pour le Québec, grâce à notre relation Mexique-Québec, là, qui est vraiment plus fort que partout, là. On est bien apprécié des Mexicains. On a le même genre de mœurs qui connecte. Alors, je pense que c'est un pays qui est appelé, pour le Québec, surtout dans l'alimentation, à grandir. Par contre, les lois d'importation sont extrêmement difficiles. Si vous voulez envoyer des échantillons au Mexique, c'est impossible. Ça vous prend un importateur. Nous, on s'amuse à passer les douanes mexicaines avec des sacs de hockey remplis d'échantillons. Puis à chaque fois, on se fait arrêter, puis on donne un petit sac au douanier, puis on passe. Mais c'est quand même assez risqué comme marché, là. C'est quand même assez drôle. Personne n'aura entendu ça, du coup, hein. D'aller au Mexique. Pour ceux qui me connaissent, là, qui sont en ligne, j'ai beaucoup d'histoires au Mexique, puis il y en a qui en connaissent. Je vois un peu le temps filer, donc ce que j'entends dans ton discours, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de travail de terrain à faire et de relations interpersonnelles à développer. Une complexité quand même logistique du Mexique, qui est un grand pays et avec une grosse population donc, à gérer aussi. Et une complexité, de ce que j'ai pu comprendre, administrative, en tout cas certification, douane, etc., bien, ce qui est une bonne chose. Ça vous fait pas mal de travail, Jean-Dominique, du coup, à faire euh, pour aider les entreprises à démêler un peu cette complexité administrative. On a deux petites questions, donc je vais vous les lire rapidement. Donc, votre décision de faire une marque privée avec la chaîne Texas-Mexique était-ce une condition essentielle pour percer ce marché? Est-ce que c'est risqué à long terme? Je pense que la question, c'est, bon, vous y êtes allé sur une opportunité, mais est-ce que... Nous, on a décidé de ne pas vouloir vraiment implanter notre marque. Ce n'était pas notre objectif. Notre objectif était de rentrer dans le pays d'une façon ou d'une autre, d'apprendre justement sur le marché, d'établir un contact, apprendre. Dans rentrer notre marque de commerce, probablement, on a eu une embûche parce qu'on a eu une compagnie canadienne qui s'appelle Dare Food, qui nous ont bloqués, ironiquement, sur le marché mexicain parce que le nom La Petite Bretonne et les biscuits bretons sonnaient pareil. Fait qu'ils nous ont bloqués. Alors, on a développé notre marque de commerce qui s'appelle La Petite Bohème. On a gardé le même logo, mais je vous dis qu'on a eu quelques embûches là, à mettre le branding en place. Alors, moi, j'ai un conseil à donner. Apprenez du marché, la façon que le marché peut vous accepter. Et par la suite, il y a toujours des clients pour aller faire du branding dans le marché. Il y a tout le temps une opportunité. L'avantage de faire de la marque privée, c'est que vous allez apprendre les lois plus rapidement pour l'importation parce qu'eux vont faire en sorte que vous avez toutes les informations nécessaires. Et l'autre chose aussi, c'est qu'au niveau du commitment, ils vont se commettre sur des minimums, ce qui va vous aider aussi. Parce que quand on importe au Mexique, il faut toujours marquer importé par la personne qui l'importe. Un exemple, je vends des biscuits chez Oxo, ça va être écrit sur mon packaging Petite Bretonne, ça va être écrit, ou Petite Bohème, ça va être écrit importé par Oxo. Si je vends chez H-E-B, ça va être écrit importé par H-E-B. Il y a beaucoup de produits qui sont américains qui vont pas le mettre parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Ils vont l'étiqueter dans le warehouse. Mais ça a l'air fou un peu en magasin. Peut-être, encore une fois, le temps file, on a beaucoup d'histoires et beaucoup de choses à discuter. Malheureusement, on est un peu contraint par le temps. Peut-être, Jean-Dominique, est-ce que si tu avais peut-être 2-3 conseils à donner pour les gens qui veulent se lancer sur ce marché-là, qu'est-ce que tu leur recommanderais si on devait avoir 2-3 choses à garder en tête pour approcher le Mexique? Je pense que je le répète, il faut se trouver un bon partenaire pour commencer. Il faut prendre le temps d'établir une relation interpersonnelle. Montréal-Mexico, c'est 4h30 de vol. Hein? Alors, le vol quitte Montréal à 9h le matin. Et puis, il y a moyen de passer une nuit et puis justement de maintenir cette relation-là de manière régulière.
Deuxièmement, Dominique a tout à fait raison, le partenaire pour l'importation, pour les règles, c'est vrai partout, mais au Mexique, disons que les revenus douaniers sont très, très faibles au Mexique, considérant ce qui passe les douanes. Donc, vous pouvez imaginer que vous voulez laisser le passage des douanes à quelqu'un d'autre. Et donc, et puis sinon, le conseil, j'aimerais, c'est vous n'avez vraiment rien à perdre à nous appeler. Et puis, on peut jaser un peu. Je pense que nous on aime bien être appelé, mais on lamente souvent que la première fois qu'on entend parler d'une compagnie, c'est parce qu'ils se sont trouvés dans une situation où ils se sont fait piquer leur propriété intellectuelle par un mauvais partenaire, par exemple, etc. Ce sont souvent des erreurs qu'on aurait pu leur éviter si on s'était parlé avant. Donc, vous appelez bien en amont du projet ou en tout cas avant de le débuter ou dans la conception On aime du projet. bien, moi, une fois qu'on se connaît, on se parle 10 minutes de temps à autre et puis c'est tout. Hein, c'est pas compliqué. Super. Dominique, peut-être pour finir rapidement, un ou deux conseils que tu donnerais pour les gens qui se lanceraient vers le Mexique? Je vous dirais que la première chose, c'est de vraiment s'assurer d'avoir l'équipe en place à l'interne. Si vous n'avez pas les ressources financières avant d'aller au Mexique, je côtoie beaucoup d'entreprises qui, localement, ne sont pas vraiment établies, surtout dans le food, ne sont pas vraiment établies sur le marché canadien et ils veulent se lancer dans la conquête du Mexique. Le Mexique est un pays qui demande beaucoup d'efforts. Nous, je vous dirais qu'on a mis un plan d'action sur 5 ans de ne pas faire de profit pendant 5 ans. Si vous partez d'une entreprise au Québec, je ne suis pas sûr que vous allez faire du profit dans les 5 premières années. Alors, on s'est mis dans le même contexte de dire on s'implante au Mexique d'une façon comme on s'est implanté, comme mon père s'est implanté au Québec. C'est sur du long terme et aujourd'hui, on en récolte les fruits, mais c'est vraiment de longue haleine que vous allez développer le Mexique. Ça ne sera pas du jour au lendemain. L'autre conseil que je vous dirais, c'est que vous pouvez faire affaire au Mexique à partir du Québec sans passer par aucun broker. Les acheteurs parlent tous anglais et on n'a pas besoin de passer par des intermédiaires. L'ambassade et les délégations sont là pour vous introduire si vous n'avez pas les contacts. Je vous dirais que faire affaire avec des brokers mexicains, moi, ça ne m'a jamais vraiment aidé. Puis, l'autre conseil que j'ai aussi, soyez extrêmement prudent si vous allez au Mexique. N'apportez pas de bijoux ou de montres. Il y a beaucoup d'histoires d'horreur. Fait que soyez extrêmement vigilants. Ce n'est pas un pays pour sortir tard le soir. Ce n'est pas un pays pour flasher. C'est vraiment low-key si vous allez au Mexique, surtout au Monterrey. C'est un petit conseil que je peux vous donner. Merci beaucoup, messieurs. Je pense que le Mexique, ce qu'on peut en retenir aussi, c'est que vu qu'il y a de l'interpersonnel, vu que les relations sont longues à mettre en place, c'est patience. En fait, c'est souvent ce que manquent un petit peu les entrepreneurs nord-américains, puisque ça se fait plutôt rapidement en fait en Amérique du Nord, les relations commerciales en tout cas. Dans les pays où dès l'instant il y a un peu d'interculturel, donc je suis très heureux de t'entendre dire que vous aviez un plan sur 5 ans, parce que généralement, nous, on recommande aux entreprises qu'on accompagne au minimum 3 ans, surtout sur des pays qui demandent beaucoup de relations. Puis si on va sur des pays comme la Chine, là, on peut aller plus loin. Merci, messieurs, de votre intervention. Si on a des questions qui nous arrivent par la suite, on vous les relaiera avec grand plaisir. Ça a été un plaisir de vous avoir sur le Café Export. Et puis, à très bientôt et à très vite au Québec et à Montréal, Jean-Dominique. Merci tout le monde. Merci. Au revoir. Et donc, sur ces beaux mots, on va enchaîner. Je regarde ma montre en même temps. On a 4-5 minutes de retard, mais ce n'est pas un souci. On avait un petit peu de buffer. Je pense que Élise va nous rejoindre très rapidement. Bonjour Élise. Bonjour, comment allez-vous tout le monde? Ça va? Merci d'être avec nous. On va passer au deuxième sujet tout de suite, très rapidement sur le Brésil. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit plan de la situation au Brésil, pré-Covid, pendant la crise? Un petit peu le même principe, simplement pour mettre les gens en contexte un petit peu de où en est l'économie de ce pays. Tout à fait. Écoute,
avant la crise, il y avait quand même, moi j'ai une expérience d'assez long terme, tu sais, on parle de l'importance sur des marchés comme le Brésil, le Mexique, d'avoir une vision des fois à plus long terme et tout ça. Et ça fait quand même assez longtemps que je travaille avec le Brésil. Et je dirais que dans les 2 dernières années, alors que j'étais revenue ici, je voyais quand même si la croissance économique n'était pas fulgurante, une reprise assez intéressante après tous les problèmes politiques et de scandales de corruption, etc., qui avaient assailli le Brésil. On voyait beaucoup d'intérêt pour faire des réformes positives, pour avancer des négociations commerciales, entre autres, avec le Canada, un agenda de réformes ambitieux, puis une croissance timide quand même en 2019 avec 1,1 %. C'était au-dessous des attentes. Mais quand même, il y avait toutefois une reprise qu'on pouvait voir. Un autre point que je veux mentionner, puis que je pense qu'il va probablement continuer par la suite, c'est que justement, tant dans le gouvernement, au plus haut échelon du gouvernement que dans les entreprises privées, les questions autour de la lutte à la corruption, autour des questions, surtout dans le secteur privé, peut-être les questions environnementales et de responsabilité sociale des entreprises, avaient pris une importance beaucoup plus grande au cours des dernières années. Je pense qu'après avoir été avoir vécu beaucoup de difficultés puis avoir été touché par ces crises-là. Il y avait des réformes aussi dans le secteur privé de dire comment on fait pour améliorer notre performance et s'assurer de ne pas repasser par une crise aussi grave et tout ça. Donc, il y avait quand même beaucoup de choses positives à l'horizon et on voyait une reprise qui s'amorçait. Évidemment, un peu comme partout dans le monde, puis comme au Canada, le COVID et avec la force qui frappe au Brésil, si vous suivez l'actualité, je le vois aussi dans la presse et dans d'autres médias au Québec. On en parle beaucoup en ce moment. Évidemment, on a le titre peu enviable du second pays en termes du nombre de cas confirmés et tout ça. Et il n'y a pas énormément de tests encore qui se font ici. Donc, peut-être que les chiffres sont un peu trompeurs et probablement qu'il y en a encore beaucoup plus que ce qu'on voit qui est rapporté de manière officielle. Et donc, ça, c'est sûr que ça va avoir un impact négatif et qu'on s'attend à une rétraction de l'économie cette année. Donc, on parle à peu près dans les mêmes eaux qu'au Canada d'une rétraction qui pourrait aller aux alentours de 5 %. Dans les premiers trimestres, c'est sûr que ça frappe de beaucoup plus fort, mais on s'attend à ce qu'il y ait une récupération vers la fin de l'année, tranquillement, où est-ce que on va se reprendre un peu et on devrait arriver autour, en principe, de 5 % de contraction. En même temps que le COVID, puis on a un peu cette réalité-là au Canada aussi, la crise autour des prix du pétrole a aussi un impact ici. Donc, on avait déjà ce problème-là en janvier ou janvier-février qui commençait à nous créer des problèmes au niveau économique. Et là, évidemment, avec le COVID qui a pris cette ampleur ici, bien, c'est sûr que ça a eu un impact plus grand. Il faut dire aussi que c'est un pays avec une population immense, de 200 millions, 210 millions d'habitants, et avec beaucoup d'inégalités encore. Donc, quand une crise comme ça touche l'employabilité, que les gens ne peuvent pas se rendre au travail, quand il y a beaucoup de gens qui font partie de l'économie informelle même, etc. C'est sûr que ça a des impacts qui sont très grands. Mais enfin, on voit aussi une baisse de valeur du réal. Donc, un pouvoir d'achat peut-être un peu plus limité des Brésiliens sur les marchés internationaux. Ceci dit, ça peut rendre plus attrayant certains biens là-bas ou certaines entreprises. Puis souvent, on voit que les entreprises canadiennes et québécoises qui font des affaires au Brésil vont pas toujours s'installer localement, mais souvent vont considérer ça comme étant une option. Et donc, peut-être que ça peut être d'intérêt pour ceux qui considéraient déjà le marché de regarder certains biens qui pourraient avoir baissé de valeur dû à la crise actuelle.
Le gouvernement, un peu comme au Canada, c'est un gouvernement fédéral avec des gouvernements subnationaux, non pas des provinces, mais des États ici. Et il n'y a pas toujours eu un alignement, ou enfin, il n'y en a pas toujours encore d'alignement très, très clair dans les politiques pour gérer la crise actuelle. Et ça, on pense, et les économistes généralement ici analysent que ça risque d'avoir un impact négatif sur la crise parce qu'on n'arrive pas à avoir une direction très claire qui soit la même entre les différents niveaux de gouvernement. Mais bon, les États, eux, mettent en place des politiques qui continuent d'essayer de contenir la crise, mais tous commencent à mettre en place des plans de réouverture, lesquels seront faits de façon assez scientifique, basé sur des principes de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, dans la plupart des cas, ça va se faire de façon très par étapes. Et donc, on voit dans certains endroits, comme là, dans l'État de São Paulo, on a annoncé hier qu'à partir du mois de juin, il y aura certains endroits qui pourront commencer à avoir de petites réouvertures, incluant dans la ville de São Paulo, il y a certaines choses qui vont reprendre. Pas dans la périphérie qui est plus touchée, mais enfin. Donc, il y a des choses, on voit dans les États dans le sud. D'ailleurs, c'est une région avec laquelle le Québec a généralement des relations assez importantes, que ce soit l'État du Paraná, du Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina, par exemple. Ce sont des États qui ont eu beaucoup moins de cas de COVID et tout ça, et donc qui ont repris leur économie un petit peu plus rapidement. Donc, c'est aussi un pays comme chez nous ou comme les États-Unis qui a des proportions géographiques continentales, et donc les réalités sont un peu différentes selon les régions, et c'est quelque chose que les entreprises qui sont intéressées à faire des affaires ici sont tout à fait invitées à nous consulter et tout ça pour voir un peu plus en détail dans leur plan à eux à quel endroit ça pourrait être le plus intéressant. Sans vouloir te couper, si on se passe d'un point de vue de la relance, je pense qu'on a bien le contexte du pré-Covid, pendant le Covid. Si on se passe d'un point de vue de la relance, et si on regarde vraiment les opportunités pour les entreprises canadiennes, c'est quoi les grandes thématiques, les grandes industries sur lesquelles, à ton avis, ce serait important de se focaliser? Bien, plus que des questions d'industrie ou de secteur spécifique, je parlerais plutôt de type de technologie, de produits ou de services qui peuvent aider à certains éléments spécifiques. Tout ce qui va aider à avoir davantage de distanciation sociale dans les industries ou autres, c'est-à-dire des technologies de l'automatisation, des senseurs, enfin, ça peut être aussi des technologies d'intelligence artificielle ou d'Internet des machines. Il va avoir énormément d'intérêt, non seulement parce que ça crée cette distance-là, puis ça nous aide à gérer le retour, mais aussi parce que les industries qui sont des industries traditionnellement très fortes au Brésil, je pense entre autres la fabrication, mais aussi les ressources naturelles et tout ça, les mines, le pétrole, ils se doivent de couper les coûts de manière assez drastique maintenant. Et donc, toutes ces technologies-là leur permettent aussi davantage d'efficacité. Il y avait déjà un grand intérêt pour tout ce qu'on appelle ici l'industrie 4.0 et comment on peut nous jouer un rôle en tant que Canadiens, Québécois, avec une offre, je pense, assez intéressante de technologie en ce sens-là. Et là, il y a un intérêt encore plus accru qui arrive de tout ça. Un autre élément que je dirais, c'est qu'il y a aussi beaucoup de tarifs qui ont été réduits. Pour ceux qui connaissent le Brésil, souvent, on l'associe, on parle du custo Brasil, le coût de faire des affaires ici. C'est à la fois la partie administrative qui peut être lourde et tout ça, mais aussi les tarifs d'importation. Il y a une série de tarifs et on en voit de nouveau de manière périodique là, qui sont réduits par le gouvernement actuel. Ça a commencé évidemment comme dans beaucoup de pays avec les produits de santé, les produits pharmaceutiques, etc. Mais on voit maintenant les biens capitaux, les équipements en technologie de l'information. Donc, on commence vraiment à voir des réformes arriver peut-être beaucoup plus rapidement qu'avant. Je pense que la crise a permis d'accélérer certaines de ces réformes-là. Il y avait déjà des réformes qui avaient débuté aussi sur la question des pensions, des normes du travail. Bien, ces choses-là ont continué et, par exemple, beaucoup de moyens ont été mis en place pour faciliter les questions de normes du travail pour les employeurs au Brésil, chose qui facilite beaucoup le fait de faire des affaires ici, surtout pour les entreprises qui ont
pignon sur rue ici. Mais aussi, par exemple, un autre exemple dans la question de logistique, on a commencé à permettre d'avoir des procédés sans papier, donc de manière plus électronique. Et donc, il y a des choses vraiment de facilitation du commerce international qui semblaient très difficiles à passer à tous les niveaux législatifs et tout ça avant, même s'il y avait un intérêt de le faire. Puis là, ça a été un peu... il y a eu un catalyseur, là, en ce moment, comme dans bien d'autres choses, à faire plus rapidement certaines de ces réformes-là. Fait que ça, je pense que ça ouvre aussi des possibilités pour les entreprises. Est-ce que c'est toujours le cas au Brésil où il faut avoir un partenaire local pour faire du commerce? Un peu sur le même principe que la Chine, en fait, ou certains pays dans le monde? Ça dépend, mais c'est toujours une chose qu'on recommande d'avoir. Il y a certaines entreprises, puis ça dépend des secteurs. Tu sais, je pense que dans certains secteurs, on arrive à quand même faire des affaires sans avoir un partenaire, mais généralement, avoir un partenaire a énormément d'avantages, à la fois au niveau financier, de pouvoir avoir un prix plus compétitif et tout ça, mais aussi pour les raisons qui étaient mentionnées par mes collègues un peu plus tôt, la question des relations, de la compréhension de l'environnement local, la langue aussi. Hein. Je pense que le portugais, on oublie souvent, c'est un peu... il y a ce parallèle, je trouve, entre le Québec et le Brésil. On est de l'Amérique latine, nous aussi, mais on ne parle pas espagnol. Alors, cette question-là de la langue, il y a beaucoup de gens qui parlent anglais et tout ça, mais il n'y en a quand même pas autant qu'on pourrait imaginer, même dans le monde des affaires. Ça change tranquillement, mais c'est encore... la langue des affaires est encore le portugais au Brésil. Donc, avoir un partenaire local qui peut être un interprète en même temps, non seulement au niveau linguistique, mais au niveau du contexte, c'est sûr que c'est un avantage. Parfait. On a une petite question Oui. sur le protectionnisme. Est-ce que tu peux nous en dire un mot parce que le gouvernement actuel génère une petite crainte là-dessus, mais d'un autre côté, en fait, tu nous dis qu'il y a beaucoup de En fait, non. réformes qui changent ça. Donc, Je pense que le gouvernement actuel, on en parle beaucoup, là, puis il y a toutes sortes à tous les jours, il y a des nouvelles choses qui arrivent et on pourrait avoir un débat de plusieurs heures juste sur cette question-là. Mais je dois dire, au niveau économique, à la fois le ministère de l'Économie, le ministère de l'Infrastructure, enfin, ces ministères à vocation économique ont eu un agenda très clair depuis le début et continuent d'essayer de pousser le plus possible ces questions-là, de faciliter les affaires, de réduire la taille de l'appareil gouvernemental, de réduire le red tape, hein, ou toute la partie plus administrative lourde à laquelle on est habitué, et de favoriser davantage de commerce international à travers des réductions de tarifs ou autres, comme je mentionnais, ou en facilitant les processus. Il reste que la logistique en ce moment continue d'être complexe étant donné les circonstances dans lesquelles on est, puis le nombre limité de vols, puis les cargos qui sont souvent plus chers maintenant. Enfin, certaines des chaînes de valeur ont été très affectées au début à cause de ce qui se passait en Chine. Maintenant, ça pourra peut-être reprendre davantage. Mais je dirais que de manière générale, il continue d'y avoir une ligne très claire pour le gouvernement fédéral sur au moins ce sujet de l'économie, de dire il faut privatiser davantage, il faut ouvrir davantage, il faut continuer les négociations. D'ailleurs, que ce soit par exemple avec l'OMC sur certains accords d'achat public ou encore dans nos négociations avec Mercosur, le Brésil continue d'avoir un intérêt d'avancer ces questions-là, sans aucun doute. Bon, c'est des bonnes nouvelles. Je vois le temps qui file. Et si on pouvait avoir 2-3 conseils que tu voudrais que les gens gardent en tête quand ils vont approcher le Brésil, peut-être les 2-3 erreurs à éviter ou au contraire les 2 choses à penser absolument. En tout cas, ça va ressembler beaucoup à ce que Jean-Dominique et Dominique ont dit parce que y a quand même beaucoup de choses en commun. Je pense que la préparation est vraiment importante et à ne pas négliger. Puis ça comprend à la fois, comme le mentionnait Dominique, c'est une partie, il faut prévoir que ça peut prendre du temps, qu'il va y avoir des coûts, etc. Je pense que ça comprend une partie de ressources humaines, puis peut-être avoir quelqu'un qui parle la langue ou qui est peut-être d'origine brésilienne ou enfin avoir le bon partenaire. Sinon, si c'est pas dans l'équipe directement au Québec, d'avoir
d'avoir le bon partenaire sur place. Puis la préparation aussi en termes de voir les conseils, donc les conseils de notre bureau régional à Montréal, de nos collègues du gouvernement du Québec ou de notre réseau. Ici, on a 6 bureaux au Brésil. Il faut en prendre avantage. C'est un service gratuit qui est là pour aider à préparer les entreprises. Mais aussi, souvent, on va dire aux entreprises que c'est important d'avoir des conseils, même si les choses s'améliorent en termes de cette lourdeur administrative, d'avoir des conseils légaux, d'avoir des conseils aussi au niveau des impôts et tout ça de la part d'experts comptables. C'est souvent important afin de ne pas avoir de mauvaises surprises. Investir beaucoup dans la relation avec les partenaires et même si c'est une relation de ces temps-ci virtuelle, comme le disaient mes collègues, WhatsApp ici aussi est extrêmement utilisé. Je dirais que les relations sont généralement un mélange de relations d'affaires avec un mélange de relations plus personnelles ou informelles. Puis, ça fait partie de la réalité. Fait que je pense qu'il faut être préparé à ça. Généralement, au Québec, on a quand même une facilité à faire ça. On a cette proximité culturelle quand même à travers notre latinicité, là. Et donc, je pense qu'il y a facilement une connexion à ce niveau-là, mais c'est important de ne pas le négliger. Généralement, il y a une image très positive du Canada au Brésil, entre autres parce qu'on est le pays le plus choisi par les Brésiliens pour venir étudier à l'étranger. Donc, il y a énormément tout le monde connaît quelqu'un qui est venu au Canada ou qui s'en vient au Canada ou qui est allé étudier au Canada. Et ça crée justement une relation plus personnelle et c'est très positif. Et je dirais que je mentionnais que le Québec est très présent au Brésil, mais ils ont un bureau ici, mais aussi à travers ces entreprises. Par contre, dans la nouvelle génération, ils demeurent souvent trop méconnus, à mon avis. Les gens pensent souvent à Toronto, puis Montréal vient souvent en deuxième option. Alors, c'est bien de maintenir ces relations-là, puis de créer des liens durables. Voilà. Ben super, merci beaucoup Élise. Je pense que ça fait un bon. En fait, on retrouve des points communs, comme tu le disais, avec le Mexique. La relation est interpersonnelle très importante et une certaine complexité administrative. Donc, prendre son temps dans les démarches et bien valider l'ensemble des démarches avec les différents bureaux du Canada, du Québec et puis les gens qui ont de l'expérience aussi sur ces marchés-là de façon plus entrepreneuriale. Donc, merci beaucoup. Il me reste à te remercier d'avoir participé au Café Export. Ce fut court, c'est très court de parler d'un pays aussi grand que le Mexique ou le Brésil en 15 minutes avec beaucoup de complexité, mais en espérant avoir fait le plus gros du travail en tout cas et donner l'envie surtout aux différents PME qui nous écoutent d'aller explorer ces pays. Ça ne veut pas dire qu'il faut y aller forcément, mais en tout cas de regarder un peu plus loin que peut-être les États-Unis, l'Europe. Il y a d'autres marchés à travers le monde. Puis ce sera intéressant de voir aussi comment ces deux pays vivent la transition après Covid-19. Là. Ça reste la 9e plus grande économie au monde. C'est sûr qu'il y a quand même énormément d'opportunités. Je pense que ça vaut la peine de diversifier puis de le considérer. Puis on est là, comme je le mentionnais, on est là pour ça. On a nos 6 bureaux ici. Ça nous fera toujours plaisir d'aider les PME, puis nos collègues du Québec également. Donc, vous avez toute une panoplie de services à votre disposition. N'hésitez pas là, si vous avez des questions par la suite ou vous voulez creuser davantage. Je pense que ce sera exactement le message de la fin, c'est que vous avez plein de ressources à disposition, des ressources gratuites en plus, donc n'hésitez pas à en faire le levier au maximum. Encore une fois, merci à tous les invités, merci Élise, merci Jean-Dominique, merci Dominique d'avoir participé au Café Export. Il me reste quelques minutes pour conclure. Donc tout simplement pour vous rappeler aussi qu'on a un petit sondage en ce moment pour savoir quelles vont être la suite du Café Export. Quelles sont vos recommandations en termes de sujets, en termes de format, en termes de fréquence, etc. On a encore besoin de vous. On va le laisser rouler encore quelques semaines pour avoir le maximum d'avis. Remplissez-le ou soumettez-nous vos commentaires par courriel si c'est plus facile pour vous. Mais on a besoin en fait de vous, de votre avis pour positionner au mieux le Café Export pour la suite des activités.
Encore une fois, le Café Export est enregistré et disponible en rediffusion sur notre chaîne YouTube et sur les différentes pages de la Chambre. Et il me reste à finir en vous disant bonne journée, profitez bien du soleil si vous avez la chance de pouvoir travailler dehors ou au contraire, vous avez la chance d'avoir une journée de congé. Profitez bien du soleil, profitez de votre journée et à la semaine prochaine et bonne continuation. Au revoir.